Maintenant, figuré qu'on va traiter, c'est les thrombocytes, qu'on appelle dans le langage courant souvent des plaquettes sanguines. Donc, un petit peu comme j'avais fait avec les érythrocytes, je vous avais parlé, dans le cas des globules rouges, un peu de la voie de production des globules rouges à partir de la cellule souche. Je ne l'ai pas fait dans les leucocytes, c'est correct, c'est moins important, mais je vais le reprendre ici avec les thrombocytes. Donc, il faut être familier avec cette voie-là. Et je vous avais donné un truc la dernière fois, quand on parle de blast, ça veut dire jeune cellule, cyte, cellule plus vieille, donc il faut être capable de remettre un petit peu ces étapes-là en ordre. C'est la thrombopoïèse, donc je suis dans la moelle osseuse rouge de certains os. Je parle toujours de la même cellule, hein, que ce soit des globules rouges blancs ou des plaquettes, on parle toujours des hémocytoblastes. Donc la cellule souche qui n'est pas spécialisée encore. Qu'est-ce qui va se passer? On va transformer cette cellule souche éventuellement en une première cellule qu'on appelle mégacaryoblaste. Donc, méga, ça veut dire énorme. En fait, c'est des cellules gigantesques. Elles sont disproportionnées. Je vais vous les montrer sur le schéma tantôt. Et c'est une jeune cellule, évidemment, c'est une blast. Et comment c'est possible? C'est une hormone, on ne l'a pas écrit ici, mais c'est quand même le cas, là. C'est la thrombopoïétine. Donc, quand tu faisais des globules rouges, on partait de l'hémocytoblaste avec de l'EPO, l'hormone que je vous ai déjà parlé, produite par les reins. Mais maintenant, au lieu de l'EPO, on va utiliser de la thrombopoïétine. Et cette thrombopoïétine, qui est aussi une hormone, permet la transformation de la cellule souche vers les thrombocytes. Donc, l'hormone thrombopoïétine permet justement cette spécialisation en différentes étapes. Donc, on parle du mégacaryoblaste. Puis là, ensuite, on fait quoi? Bon, on a toujours le mégacarie, qui veut dire une cellule gigantesque, mais jeune cellule, on devient plus mature, plus vieille, donc on parle de cyte, mégacaryocyte qui arrive après. Prothrombocyte, donc on va voir que la cellule gigantesque va se fragmenter en petits morceaux, en fait. Et éventuellement, ces petits morceaux, ces petits fragments, c'est ce qui s'appelle les plaquettes ou les thrombocytes. Donc, change de nom. Mégacaryocyte devient un prothrombocyte et éventuellement un vrai thrombocyte. On se souvient que pro veut dire premier précurseur, donc on est toujours l'étape avant. Et on arrive finalement avec les vraies plaquettes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les thrombocytes, même s'ils ont le terme cellule, ce n'est pas des cellules, c'est des petits morceaux de cellules, c'est des fragments qui sont d'ailleurs difficiles à voir en microscopie parce que c'est plus des petits points qu'on va voir. C'est donc des morceaux de cellules, on pourrait dire ça comme ça. Le schéma ici, pour visualiser ce que je viens de vous montrer en termes, on est dans la moelle osseuse rouge, donc on reconnaît du tissu osseux ici. Il y a un vaisseau sanguin qui passe dans l'os, évidemment. Donc, je pars toujours de la cellule souche pour générer les différentes cellules. Dans le cas des leucocytes ou des érythrocytes, c'est assez simple parce qu'on va pouvoir prendre le globule rouge, le globule blanc, puis le faire passer en circulation sanguine. Mais dans le cas des plaquettes, c'est plus complexe. Donc, si vous regardez la grosse cellule que je pointe présentement, c'est les fameux mégacaryocytes. On commence avec un mégacaryoblaste, mais le mégacaryocyte ici, il est gigantesque. C'est tout ça ici. Il est tellement gros qu'il est incapable de retourner en circulation sanguine. Par contre, c'est lui qui va produire les plaquettes sanguines, les thrombocytes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le concept de pieuvre, d'une pieuvre en fait, avec des tentacules. Donc, imaginez-vous une pieuvre avec des tentacules. Bien, là, on va faire des tentacules de cytoplasme. Le mégacaryocyte produit des tentacules, des prolongements du cytoplasme, qui va tout simplement insérer comme ça dans le vaisseau sanguin ici. Et ces tentacules, ces prolongements de cytoplasme, c'est ça le prothrombocyte. Donc, dans le fond, c'est une partie de la grande cellule qui est ici. Et le flux sanguin, imaginez-vous comme une rivière ou une rapide, ben, il va percuter ces tentacules-là, ces prothrombocytes, et ça va les casser en petits morceaux. Ça, c'est des petits fragments qui viennent de là ici. Donc, ces petits fragments-là ont été produits tout simplement par une cassure des prothrombocytes. Donc, ces espèces de prolongements de tentacules, on les brise en petits morceaux, et les petits morceaux qui vont durer à peu près une dizaine de jours, ben, c'est ça vos plaquettes sanguines, ou si vous préférez vos thrombocytes. Donc, si vous vous coupez, on veut coaguler, on verra différents processus, mais les plaquettes, les thrombocytes vont avoir différentes fonctions. Après 10 jours, il faut les remplacer. Donc, on va reconstruire des mégacaryocytes qu'on va fragmenter comme ça en petits morceaux. Donc, évidemment, comme c'est des fragments, vous comprenez qu'il n'y a pas de noyau, il n'y a pas d'ADN, c'est des petits bouts de membrane cellulaire avec un peu de cytoplasme et quelques molécules nécessaires à la coagulation et tout ça qu'on verra éventuellement. En fait, je passe très vite ici, je viens d'en parler un peu. Ils n'ont pas de noyau, donc, etc., vivent 10 jours. Donc, les caractéristiques des thrombocytes, j'en ai parlé, ils sont encerclés ici. Hein, donc, on voit que c'est des petits morceaux comme ça.
La plupart des thrombocytes, le chiffre n'est pas à retenir, mais sont stockés généralement dans la rate. Donc, c'est comme une espèce d'entrepôt. La rate a plusieurs fonctions, mais sert entre autres à entreposer à peu près un tiers des thrombocytes présents dans votre organisme. Puis évidemment, le mot-clé, c'est permettre la coagulation, ce qu'on verra très bientôt. Donc, justement, en parlant de coagulation et tout ça, il faut distinguer le mot suivant. Donc, le premier terme que je vous montre, l'hémostase. L'hémostase, en fait, c'est un processus qui inclut la coagulation, mais pas seulement la coagulation. L'hémostase se divise en 3 processus différents. Le premier, qu'on appelle le spasme musculaire. Le deuxième, on va former un clou. Et le troisième, la coagulation. Donc, c'est en ordre chronologique. L'hémostase, c'est stagnant. C'est comme pour bloquer la circulation sanguine. Donc, ce qu'il faut comprendre, suite à une coupure, il y a écoulement du sang. On ne veut pas mourir d'hémorragie. Donc, on a 3 processus qui vont empêcher l'écoulement sanguin pour se protéger d'une hémorragie. Les hémophiles, maladies génétiques, qui ont des défauts d'hémostase, particulièrement à la troisième étape, au troisième processus, qui est la coagulation. Donc, les 3 travaillent ensemble. La première chose qu'on fait, c'est un spasme vasculaire. Et immédiatement, par la suite, on va aller vers la formation d'un clou plaquettaire. Donc, la réponse vasculaire, le spasme, c'est très rapide. On forme un clou qui est comme une espèce d'accumulation de thrombocytes qui se fait assez rapidement, mais qui est plus ou moins solide. Et la coagulation qui prend beaucoup plus de temps, mais qui va faire un caillot beaucoup plus solide, qui va colmater la brèche de façon solide pour empêcher l'écoulement sanguin. Donc, évidemment, à partir de la prochaine diapo, on va voir ça en détail. Donc, premier processus lié à l'hémostase, c'est le spasme vasculaire. Donc, c'est très, très simple à expliquer. C'est une réponse réflexe. Alors, évidemment, une réponse réflexe implique une réponse nerveuse. C'est pour ça que c'est très, très rapide. Alors, exemple, le schéma ici, on vous montre une coupure, exemple, une lame de couteau qui coupe la peau, un accident, et on va briser, on va fragmenter la paroi du vaisseau sanguin ici. Donc, si la paroi du vaisseau est brisée, ça fait une ouverture, et évidemment, les globules rouges, le plasma, le globule blanc, va s'écouler, puis là, on voit visuellement qu'il y a saignement. Alors, le premier réflexe suite à la lésion, c'est de faire une vasoconstriction. C'est donc une réponse nerveuse. On envoie un effet nerveux très rapide qui va faire une vasoconstriction. Alors, c'est quoi une vasoconstriction? Bien, je l'ai déjà dit, mais simplement pour être sûr que tout le monde suive bien. C'est le même vaisseau sanguin. A, il a sa taille normale. B, il est constricté. C'est ici la vasoconstriction. Donc, on va contracter les cellules musculaires dans la paroi du vaisseau pour fermer le plus possible. Et en fermant, en quoi ça peut vous aider? C'est très simple. Si je vous pose la question suivante, à votre avis, la situation A ou B, donc est-ce que dans la situation A, je vais avoir plus de sang qui circule ou dans B? Mais évidemment, si je ferme le vaisseau en B, j'ai moins de sang qui va circuler qu'en A. J'ai beaucoup moins d'espace, donc j'ai moins de liquide qui circule. Si j'ai moins de liquide qui circule, ben, je limite la perte sanguine à l'extérieur de l'organisme. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la vasoconstriction qui va se faire en amont, comme ça, de la lésion, fait en sorte qu'il y a moins de sang qui circule, et c'est sûr que je vais en perdre beaucoup moins si je fais une constriction et je diminue le volume sanguin. Donc, c'est simplement ça, le spasme vasculaire. La première étape, premier processus de l'hémostase, réponse nerveuse, on constricte pour limiter la perte sanguine. Ensuite, une fois qu'on a fait le spasme, il faut colmater la brèche. Donc, le deuxième processus qui s'enclenche, c'est la formation du clou plaquettaire. Le clou plaquettaire, c'est très simple. C'est un amas de thrombocytes, ou, si vous préférez, de plaquettes sanguines. C'est des synonymes, évidemment. Donc, un amas de thrombocytes qu'on voit ici en bleu. Alors, littéralement, ce qui va se passer, il y a une lésion dans la paroi, ouverture, écoulement sanguin. Et là, ce qui va se passer, en fait, c'est que ce que vous voyez ici, les espèces de petits fils, ça ressemble à des spaghettis, c'est des fibres de collagène. Normalement, les fibres de collagène sont alignées de façon parallèle, comme ça, dans la paroi du vaisseau. On va retrouver ces protéines filamenteuses au niveau de la peau, un peu partout dans votre corps. Le problème, c'est que la lésion vient briser, faire une rupture dans la paroi, ce qui va exposer les fibres de collagène. Ça fait comme un peu un ficello. On va effilocher, si vous voulez, la paroi comme ça, sous ces formes de fibres de collagène. En même temps, c'est un effet indirect. C'est une lésion, les fibres sortent comme ça. C'est simplement une conséquence de la blessure, mais ça donne un avantage pour le clou plaquettaire
Parce que les thrombocytes qui sont ici en circulation sanguine vont se faufiler comme ça, ils vont vouloir quitter le vaisseau par l'écoulement sanguin, mais en même temps, elles vont s'accrocher comme ça aux fibres de collagène exposées. Donc, ça favorise la rétention, si vous voulez, des thrombocytes. Donc, il y a certains thrombocytes qui vont s'attacher comme ça aux fibres exposées. Et là, les autres, ben, ils vont vouloir passer, mais ils vont simplement s'accumuler parce que la première ligne de thrombocytes ici bloque le passage. Puis là, ça s'accumule comme ça et ça va remplir la cavité ici. Donc, ça forme une espèce de bouchon. C'est ça le clou plaquettaire. C'est un bouchon de thrombocytes. Et en gros, on vous montre ici les différentes étapes, mais c'est à peu près ce que je dis. Donc, les fibres exposées vont permettre d'accrocher les thrombocytes, forment un amas, et cet amas-là empêche le sang de passer. C'est quand même un amas de thrombocytes, c'est donc relativement fragile, c'est pas très solide, ça peut décoller assez facilement, mais c'est une réponse relativement rapide. Ça, c'est comme un peu la première partie, la formation du clou. Mais toujours dans la formation du clou, il va se passer comme une deuxième partie. Donc, une fois qu'on a un bouchon comme ça, un clou plaquettaire, les thrombocytes vont s'exciter un petit peu. Le fait qu'ils soient en contact, ça va les stimuler pour produire et libérer deux substances chimiques extrêmement importantes, la sérotonine et la thromboxane alpha-2. Thromboxane ou sérotonine ont un point commun, c'est deux molécules chimiques qui ont principalement deux effets. Premier effet, on attire davantage les thrombocytes. On appelle ça du chimiotaxis, c'est comme un aimant chimique. Donc, en d'autres mots, si je reviens à mon dessin ici, vous voyez les thrombocytes ici qui, normalement, devraient poursuivre leur chemin. Mais comme ces substances-là, thromboxane ou sérotonine produites par le clou plaquettaire, ils vont tendance à attirer les thrombocytes à proximité. Donc, au lieu de poursuivre leur chemin, elles vont être attirées par le clou. C'est donc des substances chimiques qui attirent littéralement les autres thrombocytes, ce qui va permettre de faire un clou encore plus épais. On va renforcer cet amas-là, ce bouchon-là. L'autre effet important, c'est toujours des effets associés à la sérotonine et à la thromboxane, c'est de permettre la prolongation de la vasoconstriction. Donc, évidemment, quand on avait le spasme tantôt au premier processus, c'est une réponse rapide qui ne dure pas longtemps. Un influx nerveux, c'est déclenché, ça peut durer quelques fractions de secondes, puis après, ça arrête. Pour le prolonger, on utilise la réponse chimique. Donc, la sérotonine et la thromboxane va stimuler, c'est des substances chimiques qui stimulent la contraction en continu des différents myocytes. Donc, ça va vraiment favoriser une vasoconstriction qui va être beaucoup plus longue. Et c'est la même logique que tantôt. Si j'ai une vasoconstriction qui persiste, ça limite le déplacement de sang. Il y a un plus faible volume sanguin, ce qui diminue les chances d'écoulement sanguin. On perd moins de sang, d'autres mots. Et le fait de former ce clou plaquettaire, ça va favoriser le dernier processus qui s'appelle la coagulation. Donc, s'il n'y avait pas de clou plaquettaire, la coagulation, ça serait plus difficile. Donc, il y a comme un troisième effet, moins direct, mais qui est quand même intéressant, qui va faciliter le dernier processus de l'hémostase. Donc, on dirait qu'il y a beaucoup de mots, que j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, on peut résumer ça de façon très simple. Donc, suite à une lésion, puis après avoir fait le premier processus qui s'appelait le spasme vasculaire, on forme un clou. Comment ça fonctionne? Très simple. Les thrombocytes ou les plaquettes sanguines, si vous préférez, s'attachent aux fibres de collagène exposées, s'accumulent, ça forme une espèce de bouchon qui colmate la brèche. Une fois que le clou est formé, on va produire deux substances chimiques. Donc, ces mêmes plaquettes produisent la sérotonine et la thromboxane. Deux effets très importants. C'est des vasoconstricteurs qui permettent de maintenir une vasoconstriction du vaisseau blessé. Donc, il y a moins de sang qui va passer, moins de pertes. Et en plus, on va attirer, c'est un peu comme un aimant chimique, on attire encore plus de thrombocytes, ce qui va solidifier davantage ce clou plaquettaire-là. Maintenant, dernier processus, qui est peut-être le plus complexe pour vous à étudier parce qu'il y a plusieurs étapes, donc on va essayer de faire ça le plus clair possible. Je vous avertis tout de suite, ça va demander un effort de compréhension, mais aussi de par cœur, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux mots. Donc ici, la coagulation sanguine, c'est l'étape ultime de l'hémostase, la plus importante évidemment. Et avant qu'on rentre dans le détail et tout, qu'on explique tout ça, il faut avoir une idée claire. Déjà, si vous ne savez pas c'est quoi la coagulation, ça ne me donne rien de vous expliquer ça en détail. Donc, c'est très, très simple. La coagulation, c'est la formation d'un caillot. C'est juste ça qu'on veut faire. C'est relativement compliqué d'un point de vue biologique, fabriquer un caillot, mais c'est juste ça qu'on veut faire.
Et là, vous pensez possiblement, et vous avez raison, certains d'entre vous sûrement pensent qu'un caillot, c'est pas bon. Ça peut bloquer une artère, ça peut bloquer un vaisseau, amener des problèmes, une thrombose, un AVC, des choses comme ça. Puis vous avez tout à fait raison. Mais là, il faut comprendre qu'on est en situation d'urgence. J'ai un vaisseau qui est ouvert, je me vide de mon sang. Si je fais rien, je meurs d'hémorragie. Donc l'urgence, c'est de faire un caillot pour colmater la brèche, le temps qu'on répare le vaisseau. Quand le vaisseau sera réparé, effectivement, il faut éliminer le caillot. Donc, c'est bon pour empêcher une hémorragie, mais il ne faut pas garder un caillot à long terme parce que s'il retourne en circulation, ça peut amener différents problèmes qui peuvent être en fait très graves, qui peuvent même conduire à la mort. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Là. On veut fabriquer un caillot parce que c'est une situation d'urgence. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est quoi un caillot? Donc, c'est très simple. Pour moi, l'image que j'utilise tout le temps, c'est comme un filet de poisson. Un pêcheur qui met un filet à l'eau et qui pêche les poissons, c'est à peu près ça. Imaginez-vous que votre filet de poisson, de pêcheur en fait, c'est des protéines qui s'appellent la fibrine, des protéines filamenteuses. Et on voit ici, ça ressemble vraiment à un filet. Donc, c'est simplement ça. Puis évidemment, on ne va pas aller pêcher du poisson. On va pêcher toutes les cellules qui flottent en circulation sanguine, qui sont solubilisées dans le sang. En fait, ils ne sont pas solubilisées, c'est une très mauvaise expression, mais qui sont au niveau du plasma sanguin. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, le caillot, ben, c'est de la fibrine qui a piégé, attrapé des globules rouges, des globules blancs, qui a attrapé d'autres plaquettes, d'autres thrombocytes, puis qui va s'accrocher au clou plaquettaire déjà. C'est donc, en fait, on va piéger à peu près tout ce qui passe là. Pas simplement les éléments figurés, mais ça peut être des molécules aussi et tout ça. Peu importe, c'est pas très spécifique. Et c'est juste ça. Les étapes de coagulation semblent complexes, mais en fait, c'est simplement pour le but ultime, fabriquer de la fibrine. C'est juste ça qu'on veut. Le mot-clé, c'est ça. Si vous n'avez pas de fibrine, vous n'aurez pas de caillot. Puis la fibrine sert à quoi? À piéger les protéines, leucocytes, érythrocytes et tout ça, former une grosse masse gélatineuse, très solide, hein, c'est beaucoup plus solide qu'un clou plaquettaire, et qui va colmater la brèche. Puis le caillot va rester là jusqu'à temps qu'on répare la paroi. Et une fois que la paroi va être réparée, bien là, le caillot pourra se décrocher puis être éliminé éventuellement. Pour arriver à faire ça, il y a une série de réactions chimiques qui impliquent différents enzymes. On dit séquentielles, ça veut dire que c'est une étape après l'autre, en ordre chronologique. L'étape 1 agit sur la 2 sur la 3. Mais il faut garder en tête qu'aussitôt qu'il y a une étape qui dérape, on ne peut pas aller à l'autre étape. Autrement dit, séquentiel, ça veut dire que la réaction numéro 1 agit sur la 2, la 2 va agir sur la 3, etc. Mais si je bloque la 2, on ne peut pas aller à la 3. Le processus s'arrête et on n'aura pas de caillot. Okay? Donc, c'est très important de faire chacune de ces étapes-là en ordre. Et on parle beaucoup de facteurs de coagulation. C'est donc les molécules qu'on va étudier à la prochaine diapo qui vont être nécessaires pour contrôler chacune de ces étapes de la coagulation. Donc, avant de vous expliquer les étapes, la seule chose que je veux que vous gardiez en tête maintenant pour comprendre la suite, c'est que pendant la coagulation sanguine, on veut faire quoi? Fabriquer un caillot pour colmater la brèche et empêcher l'hémorragie. C'est quoi un caillot? C'est une protéine qui s'appelle la fibrine que je dois produire pour piéger les autres éléments du sang. Exemple, globule rouge, globule blanc, et ça forme une grosse masse que j'appelle le caillot. C'est ça l'objectif principal. Maintenant, si on regarde comment on fabrique ce caillot, donc la coagulation, en fait, c'est une image, un résumé que j'ai fait de votre manuel. On donne beaucoup plus de détails dans le manuel, donc je vous suggère d'aller le lire, vous allez comprendre peut-être un peu mieux, mais je ne vais pas aussi loin que ce qu'il y a dans le livre. Donc, l'équivalent, si ce que je fais à l'écran est clair, c'est suffisant pour moi. Première des choses, la voie que j'encercle en vert ici et la voie en bleu, c'est des voies d'activation. C'est donc deux voies qui vont m'amener à la voie commune. C'est en fait la voie en rouge, la voie commune, qui va vraiment fabriquer le caillot jusqu'à l'étape finale. Mais les deux autres voies que j'ai encerclées, c'est les voies, c'est comme deux voies différentes qui vont m'amener à la voie commune. Ça va dépendre de la sorte de blessure qu'on va avoir. Il faut les savoir, bien sûr, ces deux voies d'activation, mais ce n'est pas les voies proprement dites qui va produire le caillot. On va juste activer la voie commune qui est responsable du caillot. Donc, il y a la voie intrinsèque. Intrinsèque pour intérieur. C'est une voie qui, la lésion va se produire de l'intérieur du vaisseau sanguin.
Donc ici, par exemple, si j'ai le sang, un vaisseau sanguin qui se brise, la lésion vient comme ça de l'intérieur. Exemple, si la pression est très forte à l'intérieur du vaisseau et on casse la paroi du vaisseau de l'intérieur et on s'en va vers l'extérieur, exemple, si la peau serait ici. OK, donc la peau, je vais la faire comme ça en rouge, de façon très schématique. Okay, donc j'ai la peau, vaisseau sanguin en dessous. Si le problème vient de l'intérieur du vaisseau, que je fais une rupture comme ça de l'interne, c'est la voie intrinsèque qui est impliquée. C'est une voie qui est lente. C'est plus long à activer la voie commune. Et il y a un facteur de coagulation qui est une protéine qui s'appelle le facteur 8. Il y en a beaucoup. Je ne vous demande pas de les savoir tous par cœur, mais ceux que je vous présente, il faut que vous les sachiez. Donc, le facteur 8 est associé à la voie intrinsèque qui est lente et est responsable d'aller activer le facteur 10 de la voie commune, en fait. Autrement dit, si vous n'avez pas de facteur 8, vous n'activez pas le facteur 10, on arrête l'histoire, il n'y aura jamais de coagulation. Il y a certains hémophiles qui sont déficients du facteur 8 et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à coaguler. Il y a une mutation génétique qui fait que le facteur 8 n'est pas produit dans sa forme active et on n'arrive pas à activer la voie commune. Donc, c'est une forme d'hémophilie, en fait. Et chez une personne en santé, si vous avez une lésion de l'intérieur du vaisseau, on active la voie intrinsèque. Vous savez maintenant que c'est une voie qui est lente, ça prend plus de temps, mais on va arriver à activer le facteur 8 et on s'en va par la suite activer la voie commune par l'interaction avec le facteur 10. Il y a beaucoup d'autres facteurs de coagulation, mais je ne vous demande pas de les connaître, c'est seulement le facteur 8. Si au contraire, vous avez une lésion qui vient de l'extérieur, donc c'est ce qu'on imagine le plus facilement, donc généralement vous vous coupez. Bien évidemment, la lame de couteau passe à travers la peau, traverse la peau et vient briser comme ça la paroi du vaisseau, mais en provenance de la peau, donc l'extérieur du vaisseau. Là, on va activer la voie extrinsèque. C'est une voie qui est beaucoup plus rapide, en fait. Donc, extrinsèque pour extérieur, c'est une voie qui est rapide. Et il y a deux facteurs importants, c'est deux protéines aussi qui vont former un complexe, ça veut dire que les deux s'attachent ensemble. Facteur 3, facteur 7. Facteur 7 est associé aussi à certaines formes d'hémophilie, si on est déficient pour ce facteur-là. Et les deux, une fois qu'ils sont attachés, bien, encore une fois, on va aller activer le facteur 10. Donc, c'est pas compliqué. C'est comme si on avait deux voies. C'est pas vrai, là, apprenez pas ça, mais c'est pour simplifier. C'est comme si j'avais la voie A puis la voie B. Tu utilises seulement la voie A ou la voie B, dépendamment de la sorte de lésion. Donc, avec les vrais termes, maintenant, si vous avez une lésion qui vient de l'extérieur de votre vaisseau sanguin, vous vous coupez, exemple, en cuisinant, là, on parle de voie extrinsèque. Voie rapide active le complexe facteur 3-7 qui va aller activer la voie commune avec le facteur 10. Et là, on va produire le caillot. Si c'est une lésion interne, là, je n'utilise pas la voie extrinsèque, j'utilise la voie intrinsèque avec le facteur 8, mais on va arriver quand même à activer le facteur 10. Donc, on s'entend, les deux voies nous amènent à l'activation du facteur 10 qui va être responsable de produire le caillot, mais c'est deux chemins différents. C'est comme aller à Québec. Vous pouvez prendre l'autoroute 40, l'autoroute 20. C'est deux voies différentes avec leurs propres caractéristiques, mais les deux vous amènent à la même destination. Donc, la destination de Québec, ici, la destination, c'est le facteur 10. Ça, c'est crucial. On veut activer le facteur 10, sinon, il n'y a pas de coagulation. C'est simplement de savoir, selon le type de lésion, quelle voie on va prendre pour activer le facteur 10. Donc, maintenant, une fois que c'est activé, OK? Donc, une fois qu'on a activé le facteur 10, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est principalement deux réactions chimiques. Et je suis très conscient que ça a l'air bien complexe, mais dans le fond, c'est relativement simple quand on y pense. Il y a une première enzyme qui s'appelle la prothrombinase. Parfois, dans votre manuel, on l'appelle l'activateur de la prothrombine. C'est un ou l'autre, mais moi, j'aime bien le ASE parce qu'on sait maintenant que, avec vos anciens cours de bio, que ASE réfère à une enzyme. Donc, c'est comme une première enzyme. Elle, c'est l'enzyme numéro 1 qui va faire une première transformation chimique. Et ensuite, on a une deuxième enzyme, numéro 2, qui fait une deuxième transformation chimique pour produire la fibrine active. Donc, c'est juste deux réactions chimiques avec deux enzymes différentes. On fait attention parce que la thrombine ici, ça ne finit pas par ASE. Donc, même si c'est thrombine, c'est quand même une enzyme, je l'ai inscrit ici. Et l'idée, c'est qu'on va partir d'une molécule de départ, une espèce de molécule inactive, précurseur, qui devra subir deux transformations chimiques. Donc, la première molécule inactive s'appelle la prothrombine. Elle ne sert à rien. Elle est dormante.
Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas toujours faire des caillots. Donc, on a de la prothrombine qui traîne comme ça dans votre organisme. Et quand ça sera le temps de la transformer en caillot, bien là, on va lui faire deux transformations chimiques. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Bien, une fois que j'ai activé le facteur 10, peu importe que ce soit la voie intrinsèque ou extrinsèque, une fois que le facteur 10 est activé, on va former et activer une enzyme qui s'appelle la prothrombinase. La prothrombinase va venir couper un petit morceau comme ça de la prothrombine. C'est comme une première transformation chimique qui est nécessaire à l'activation de la molécule. Donc, c'est un peu ça qu'on vous montre ici. Facteur 10 va activer une enzyme. On produit et on active une enzyme qui s'appelle la prothrombinase. Et la prothrombinase va couper un petit morceau de la prothrombine, ce qui va la transformer en une nouvelle molécule qu'on appelle la thrombine. Mais la thrombine doit subir une deuxième... En fait, la thrombine, elle est active, mais elle va agir sur une autre molécule pour produire le caillot. Donc, la thrombine, qui est une deuxième enzyme, une fois activée, elle va couper une molécule qui s'appelle le fibrinogène en fibrine. C'est mon fameux filet de poisson. Donc, ma fibrine, quand elle est sous forme de fibrinogène, elle est inactive. Parce qu'évidemment, on ne veut pas faire des caillots tout le temps. Il faut contrôler ça de façon sévère. Mais là, vous êtes blessé. Donc, dans ce cas-ci, la thrombine, ma deuxième enzyme, transforme le fibrinogène en fibrine. Et la fibrine va pouvoir maintenant former un caillot. Et là, ce n'est pas écrit ici, mais je l'ai dit à la dernière diapo. Donc, c'est important de comprendre comment on va faire le caillot. Bien, on va piéger, attraper les globules rouges, les globules blancs, les thrombocytes, tout ce qui traîne dans le sang, pour former une espèce de grosse masse visqueuse. Et cette masse solide et visqueuse va venir colmater la brèche pour empêcher l'écoulement sanguin. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'on veut un caillot pour empêcher de perdre notre sang. Et à partir de ce moment-là, normalement, le saignement arrête. Donc, des fois, le clou est suffisant pour arrêter le saignement, dépend de l'ampleur de la lésion. Mais c'est clair qu'avec un caillot bien formé, là, il n'y a plus d'écoulement sanguin. Et en gros, c'est à peu près ça. Là, si vous regardez, les petits détails que j'ai sautés sont plus mineurs. Les gros mots importants, les termes importants, là, et comment je dirais, c'est ce que je viens de dire, en fait. Mais on peut rajouter quelques petits détails. Donc, le facteur 5, même si je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, il est important pour que le facteur 10 soit activé. Le calcium, ça ne me dérange pas que vous ne savez pas à quelle étape exactement le calcium agit, mais il y a du calcium ici et au niveau du facteur 10. Ce que je veux que vous sachiez par contre, c'est que le calcium est très important pour permettre la coagulation. Ça veut dire que quelqu'un qui est en hypocalcémie, votre premier réflexe, c'est de vous dire, bon, il peut y avoir des troubles avec des os fragiles, l'ostéoporose, vous avez raison. Troubles musculaires, parce que j'en ai besoin de contracter, puis les neurotransmetteurs, vous avez raison aussi. Mais maintenant, il faut garder en tête qu'on peut avoir des troubles de coagulation. Quelqu'un qui a un manque de calcium, ben, en hypocalcémie sévère, exemple, ou chronique, bien, ces étapes-là vont moins bien se faire ou ne se feront pas. Donc, on ne pourra pas former le caillot, donc il pourra avoir des saignements. Et des fois, ce lien-là ne se fait pas nécessairement. Des fois, vous ne pensez pas qu'une hypocalcémie, mais pourquoi qu'il saigne un peu plus, ou péticher, des choses comme ça, bien, des fois, c'est juste un trouble de calcium comme ça qui peut, pas toujours, mais qui peut être associé à. Donc, c'est pour ça que je vous demande de savoir qu'il y a quand même du calcium. Mais les autres facteurs de coagulation, je ne vous demande pas de les apprendre. Donc, c'est vraiment une façon quand même relativement simplifiée d'étudier cette coagulation. Si je résume un petit peu, donc tout ce que je viens de dire, mais de façon plus rapide, voir si vous avez bien compris. Donc, j'ai mes deux voies d'activation. Je peux prendre la voie intrinsèque ou extrinsèque. Peu importe quelle voie je prends, je vais activer, le facteur 10 dans la voie commune. Donc, une fois que le facteur 10 est activé grâce au calcium et d'autres facteurs de coagulation, l'objectif, c'est de permettre la formation d'une enzyme qui s'appelle la prothrombinase. Donc, le facteur 10, une fois actif, produit de la prothrombinase et la production et l'activation de la prothrombinase va me permettre d'activer une deuxième enzyme qui s'appelle la thrombine. Donc, la prothrombinase transforme la prothrombine en thrombine. On enlève un petit morceau pour l'activer, en fait. La thrombine va tout simplement transformer le fibrinogène en fibrine. Et là, j'ai une protéine active qui va me permettre de piéger les globules rouges, globules blancs pour former le caillot. Donc, c'est tout simplement ça, en fait. Maintenant,
la grosse question, il ne faut jamais oublier ça, parce que souvent, on est très fort pour expliquer la coagulation, puis après, c'est fini. Mais l'histoire n'est pas terminée. Donc, j'ai dit un petit peu tantôt, c'est bien beau d'avoir un caillot, mais qu'est-ce qui se passe une fois que le caillot, une fois que le vaisseau sanguin est réparé? Bien, il faut se débarrasser du caillot. Sinon, on peut avoir d'autres problèmes. Alors, dans ce cas-ci, il y a deux phénomènes qui vont se produire, qui sont deux phénomènes indépendants, donc il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. La première chose, c'est qu'on va faire une rétraction du caillot. Ça veut simplement dire que le caillot va diminuer de taille. Comment c'est possible? C'est très simple. Il y a des protéines contractiles, l'actine, la myosine, qu'on retrouve parfois dans les cellules, pas parfois, mais toujours dans les cellules musculaires. Vous avez déjà étudié ça. Mais vous ne saviez peut-être pas que ces protéines contractiles sont également présentes dans les thrombocytes. Et donc, en se contractant, un peu comme votre muscle, quand vous pliez le bras, vous faites une flexion, votre biceps raccourcit en termes de taille. Les thrombocytes, quand ils vont contracter l'actine, la myosine, ils vont diminuer de taille. Donc, au lieu d'avoir une cellule très grande comme ça, elle va être plus petite. Et en étant plus petite, si on fait ça à l'ensemble des thrombocytes, ça va diminuer la taille du caillot. Donc, ça n'élimine pas le caillot, mais ça va favoriser l'action des enzymes. Parce que par la suite, on va avoir des enzymes digestives qui portent le nom de plasmine, qui va dégrader puis digérer le caillot. Donc, évidemment, s'il est déjà plus petit, on a moins à digérer, c'est plus facile. Donc, ça facilite le travail des enzymes, mais il faut faire attention, c'est deux phénomènes différents. Donc, si vous voyez le mot fibrinolyse, ne mélangez pas avec la rétraction. La fibrinolyse, c'est l'action d'une enzyme qui s'appelle la plasmine pour détruire le caillot. Si, à l'examen, on vous parle de rétraction, ça n'a aucun rapport avec l'enzyme. C'est simplement les thrombocytes qui se contractent pour diminuer la taille du caillot. C'est donc deux choses différentes, mais deux processus qui sont souhaitables, évidemment. Alors, la plasmine, j'en parle pas beaucoup, mais c'est une enzyme extrêmement importante. Parce qu'une personne qui n'a pas de plasmine ou pas assez de plasmine ou elle est déficiente, le gros problème, c'est qu'on ne peut pas éliminer les caillots. Et là, les caillots restent en circulation ou vont obstruer une artère ou des choses comme ça. Donc, ça pourrait être problématique, évidemment. Alors, c'est important d'avoir suffisamment de plasmine puis de l'activer au bon moment pour éliminer, évidemment, le caillot par fibrinolyse. Fibrinolyse, ça le dit, c'est une destruction, destruction, donc une destruction ciblée de la fibrine pour désassembler le caillot. Je termine cette capsule avec quelques pathologies associées à l'hémostase, en fait, plus particulièrement aux thrombocytes. Donc, l'hémophilie, je l'ai cité à quelques reprises, donc je passe plus vite. C'est pas important de savoir la différence entre une hémophilie A ou B, tout simplement de savoir qu'il y a certains facteurs de coagulation qui ne font pas le travail. Donc, c'est une maladie génétique qui est transmissible par enfant, évidemment. C'est un défaut de gène. On ne fabrique pas les facteurs de coagulation de certaines protéines ou à tout le moins, il y a une mutation qui fait que la protéine n'a pas la bonne forme et qu'elle n'est pas fonctionnelle. Donc, s'il y a une blessure, souvent même mineure, c'est très dangereux pour ces personnes-là parce qu'ils risquent une hémorragie en tout temps. Donc, on n'arrive pas à coaguler. Une thrombopénie. Pénie, ça veut dire une pénurie. Il manque de thrombocytes. Dans ce cas-ci, les thrombocytes sont en dessous de la normale. Donc, évidemment, chez ces personnes-là, la coagulation va être beaucoup plus difficile. Et ce qu'on va voir, c'est des pétichés qui sont comme des espèces de petits picots rougeantes au niveau de la peau, qui sont en fait une accumulation sanguine. Des fois, c'est un peu plus important. On peut voir ce qu'on appelle dans le langage courant des bleus. C'est en fait des hématomes. Donc, exemple, il y a une rupture d'un vaisseau sanguin, le sang va se répandre sous la peau, ça fait une espèce de bleu ou d'hématome. Bien évidemment, il y en a plus ou sont plus importants parce qu'on ne coagule pas. Donc, une thrombopénie, souvent, c'est des signes cliniques qu'on va voir chez le patient, des pétichies, des hématomes, accumulation sanguine, parce que la personne n'arrive pas à coaguler. Donc, ça, c'est un signe important associé avec la thrombopénie. Évidemment, on peut avoir des hématomes pour plein de raisons. Je ne dis pas que c'est toujours une thrombopénie, mais c'est possible que ça soit l'explication. Thrombopénie, généralement, c'est les trois cas classiques. Là, cancer, donc encore une fois, une leucémie, les cellules souches sont touchées. Donc, si les cellules souches se propagent, se divisent, mais ne se spécialisent plus en globules rouges, globules blancs et thrombocytes, vous manquez de globules blancs, donc vous êtes plus sujet à être infecté. Vous n'avez plus de globules rouges, problème d'époxy. Puis en même temps, vous n'avez plus de thrombocytes, donc vous ne coagulez plus, ce qui explique les saignements, puis les hématomes et tout ça. Donc, cancer, je dirais certains cancers. Plus souvent, on va voir ça dans les cas de leucémie. Radiation, j'en ai parlé aussi. Radiothérapie qui détruisent les cellules souches osseuses. Certaines infections aussi qui peuvent cibler les cellules souches dans les os, donc qui pourraient détruire également les cellules souches et on aurait moins de thrombocytes.
Deux dernières pathologies, thrombose, embolie, donc une thrombose pulmonaire, une embolie pulmonaire, c'est similaire, mais il y a une nuance médicale importante à faire. Donc une thrombose, les deux c'est un problème de caillot, mais une thrombose, c'est un caillot qui reste attaché, il est immobile, il ne bouge pas. Donc si vous avez une thrombose une thrombose du foie, exemple, c'est que l'artère, ça peut être une cause, l'artère au niveau du foie, il y a un caillot qui reste accroché au niveau de l'artère, puis le sang a de la difficulté à passer, donc les cellules hépatiques commencent à mourir. Caillot, ça peut être un caillot, comme je l'ai expliqué avec la fibrine, mais ça peut être un caillot de cholestérol, de différentes matières. Parfois, il y a des lésions au niveau de la paroi qui fait que c'est plus rugueux, puis c'est plus facile au cholestérol, aux lipides, aux différentes molécules de s'accrocher. Mais peu importe la nature du caillot, que ce soit sanguin, lipidique ou peu importe, c'est un caillot qui est fixe. Donc, une thrombose, ça ne dépend pas de la nature du caillot. La nature, la sorte de caillot nous importe plus, c'est que c'est un caillot immobile qui bloque un vaisseau sanguin important. L'embole ou l'embolie, c'est un peu la même chose, sauf que le caillot se détache. Donc, il va être en circulation sanguine. Et très souvent, on commence par une thrombose, que ce soit conscient ou inconscient, on ne le sait même pas, mais il reste accroché parfois et peut se détacher. Dans ce cas-ci, s'il n'est plus fixe et se promène en circulation, on parle d'embole. Et là, c'est un peu comme une épée de Damoclès. Là, donc, en fait, on ne sait pas trop où le caillot va atterrir, entre guillemets. Donc, il se promène en circulation sanguine, puis à un moment donné, il va coincer dans un vaisseau. Et dépendamment de la nature du vaisseau, ça donne le nom de la maladie. Donc, si on va bloquer une artère cérébrale, c'est une embolie cérébrale. On bloque une artère pulmonaire, c'est une embolie pulmonaire. Donc, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, une embole, dans le sens où le caillot peut se promener un peu partout et tout dépend quel vaisseau va être obstrué pour l'impact finalement médical. Donc voilà, ça termine cette dernière capsule. Je vous souhaite une excellente étude et on se revoit pour une prochaine capsule.